La journée avance et c'est au tour donc, du docteur Donner qui va nous parler des failles de la loi. Très intéressant. Donc, docteur Donner, bien, merci à l'Akashic et merci à l'association des amis d'Hector Malo de m'avoir ainsi permis de lire un roman d'Hector Malo et d'essayer d'y voir un petit peu plus clair dans la complexité des lois sur les internements psychiatriques. J'ai accepté volontiers, même si je sentais que le délai était court, et je demanderai votre indulgence. Mais mes collègues pourront corriger ou compléter ce que je dirai de technique, ou clarifieront aussi mes propos. Hector Malo, pour moi, c'est Mère Barberin, c'est Vitalis, ce sont des souvenirs d'enfance, bien sûr. Et donc j'ai trouvé dans ce roman, qui a un climat très différent, bien sûr, qui n'est pas un roman populiste, mais qui est un roman réaliste, de quoi réfléchir sur la condition de l'aliéné, la condition du groupe en général. Alors, en quoi le destin romanesque de Cénéry d'Éturqueret peut-il intéresser la psychiatrie d'aujourd'hui? C'est que le regard sur une période ancienne nous éclaire sur notre temps. Certains aspects de ce récit nous permettent de mieux penser les problèmes de la psychiatrie qui sont restés les mêmes, et ceux qui ont changé, ou encore leurs solutions. Par exemple, le traitement des agitations, celui des placements d'office en application de la loi du 30 juin 1838, les conséquences financières et familiales, sociales de ces hospitalisations contraintes. Bref, les problèmes que pose l'existence des personnes confiées à la psychiatrie. L'homme en souffrance psychique ne peut être réduit à ce qu'en dit la psychiatrie comme spécialité biomédicale. Pratique hétérogène, réflexive. La psychiatrie n'est guère qu'une montre molle si elle est étayée par l'histoire, par la philosophie, par la sociologie, l'ethnologie, la psychologie, la psychanalyse, la politique. Bref, par les sciences humaines. Il faut y ajouter la production artistique, comme vient l'illustrer le roman d'Hector Malo, en particulier la littérature réaliste. En effet, le regard éloigné, préconisé par Claude Lévi-Strauss pour l'ethnologue, doit être recommandé aussi aux psychiatres. C'est ce regard éloigné, porté par le psychiatre lui-même, c'est le dépaysement ainsi éprouvé, qui ont une valeur heuristique utile pour la recherche en psychiatrie. Regard éloigné dans l'espace des disciplines qui traitent de l'homme, les sciences humaines, la littérature romanesque, regard éloigné dans le temps par l'étude de l'histoire de la psychiatrie. Et cette association akashique peut nous y aider. Car ce recul nous ouvre des perspectives sur le paysage de plus en plus dévasté de la psychiatrie. Il doit nous permettre de trouver aujourd'hui et dans la suite, en certaines circonstances difficiles, de quoi regarder autrement les malades et les pratiques qu'il nous est donné de rencontrer dans les métiers du soin psychique. On a intitulé mon exposé « Les failles de la loi de 1838 ». Je ne peux pas me lancer dans une étude vraiment juridique sur les failles précises de la loi, je l'ai relue. C'est une loi qu'on a en effet connue et utilisée jusqu'en 1990. Je dirais donc simplement qu'aucune loi n'est infaillible et que les effets d'une loi dépendent de la manière dont elle est appliquée. Le roman Un beau-frère nous en donne un exemple pratiquement crédible, même si c'est en effet quelque chose de très romanesque. Issu de questions posées au siècle des Lumières, portées par les idéaux de la Révolution française, la loi de 1838 fut donc proposée et ordonnée
par Louis-Philippe, roi des Français. Le roman d'Hector Malot décrit son fonctionnement au cours du Second Empire. Cette loi ne fut que très partiellement modifiée durant les divers régimes politiques que connut la France. Certains psychiatres prédirent son dépérissement, d'autres militaires pour son abrogation, beaucoup l'appliquèrent sans trop de difficulté, y compris pendant l'occupation. Il fut décidé de la remplacer par une nouvelle loi à l'occasion du deuxième centenaire de la Révolution française, mais le projet prit du retard et la loi en vigueur à ce jour est celle du 27 juin 1990. Vous savez qu'une nouvelle loi est en préparation et va être discutée prochainement au Sénat après avoir été adoptée par l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Alors, je vais essayer de citer quelques points des antécédents de la loi de 1838. Car la question de la tutelle, c'est en effet interdiction, la question des internements, cela ne date pas bien sûr du XVIIIe siècle ni du XIXe, mais cela peut être décrit également dans les siècles précédents. Simplement, le 14 juillet 1789, prise de la Bastille, symbole de la chute de l'Ancien Régime, ce sont les premières chaînes de l'arbitraire royal qui sont rompues. La Révolution française libéra les aliénés. C'est un peu le mythe que l'on partage tous. En fait, en 1793, Georges Couthon, membre du comité de salut public, accompagné du médecin-chef Philippe Pinel, visita, porté à bras d'homme, parce qu'il était handicapé, les quartiers des agités de Bicêtre. En fait, il recherchait des contre-révolutionnaires qui s'y seraient cachés, un peu comme certains résistants pendant la guerre. Le gardien Pussin désigna à Pinel certains aliénés de ce quartier des agités qui pouvaient être libérés de leur chaîne, une douzaine en fait. Et c'est ainsi que Pinel reste dans la mémoire collective le fondateur de la psychiatrie moderne. Et le couple Pussin, Marguerite qui organisait des repas pour les aliénés et Jean-Baptiste, son mari, les ancêtres, sont considérés comme les ancêtres des soignants en psychiatrie et les initiateurs du traitement moral de la folie, qui fut l'un des premiers traitements, notamment préconisé par Esquirol, le psychiatre Esquirol. Selon Michel Foucault, est instaurée une société disciplinaire, qui date en fait de ce qu'il appelait le grand renfermement. Le grand renfermement qui date de la fondation de l'hôpital général à Paris en 1656. Selon d'autres auteurs, Marcel Gaucher et Gladys Swain, il s'agit plutôt de l'instauration d'une société individualiste. Il y a un débat, la théorie que l'on pourra peut-être aborder tout à l'heure dans la discussion. Un autre auteur aussi m'a été recommandé, il s'agit de quelqu'un de l'école de Chicago, Ian Goldstein, mais je n'ai pas un auteur que j'ai lu, peut-être que mes collègues pourront en dire un mot. En tout cas, il s'instaure alors un vide législatif d'une cinquantaine d'années après la Révolution française, vide que n'avait pas comblé, je crois, le code de 1810, le code Napoléon. Simplement, le médecin vient apporter sa caution à l'enfermement des fous, qui donc ne relèvent pas du juridique, puisqu'ils sont déclarés irresponsables. En 1838, intervient donc la loi qui influence par la suite la plupart des législations des pays occidentaux. Cette loi consacre sur le plan juridique la médicalisation de la folie, qui fut donc, peut-on dire, l'œuvre de Philippe Pinel et d'Esquirol. Le fou, objet d'exclusion, devient alors sujet de droit. Terrus et Esquirol produisent une brochure qui est distribuée aux députés et aux pairs de France et qui les influença au cours des 18 mois de débats préparatoires. Donc la loi de 1838, qui était prévue pour ne pas durer très longtemps, je crois, a été préparée pendant 18 mois de débats. Et elle consacre la place du médecin aliéniste, elle fait du médecin un rouage essentiel de l'assistance aux aliénés et des dispositions concernant leur personne. Les premiers textes concernant les troubles provoqués par les instanciés sont le fait de l'Assemblée constituante. Selon les termes de la loi du 16 août 1790,
L'administration doit obvier ou remédier aux événements fâcheux occasionnés par les insensés ou les furieux laissés dans la liberté. La loi, par exemple, du 19 juillet 1791 punit d'une contravention le fait de laisser divaguer des insensés ou des furieux. L'article 64 du Code pénal de 1810 déresponsabilise l'aliéné agissant en état de démence. Et je crois que c'est cet article aussi, Olivier Boitard me contredira peut-être, qui définit l'interdiction et le conseil judiciaire, correspondant respectivement à la tutelle et à la curatelle dans la loi du 3 janvier 1968. Mais l'interdiction, cela datait déjà de Louis XIV, ça n'est pas une invention du Code Napoléon. Alors le cas de Paris est particulier, il existe une jurisprudence de fait et le fou est hors la loi. C'est le préfet de police qui règle son sort. La loi de 1838 ne fait qu'étendre cette pratique à tout le territoire français. Le lieutenant général de police, prédécesseur parisien du préfet de police, propose une lettre de cachet, soit d'office, soit à la demande de la famille. On peut y voir le futur placement volontaire et la future hospitalisation sur demande d'un tiers de la loi de 1990. Jusqu'en 1802, se poursuit un usage ancien d'admettre les fous pour un traitement de quelques semaines à l'Hôtel-Dieu. Ensuite, sur la foi d'un certificat d'incurabilité, les hommes sont enfermés à Bicêtre et les femmes à la salle des prières. Il existe, vous l'avez rappelé, des maisons payantes, qu'on appelle les petites maisons, l'hospice de Charenton, des pensions privées, qui sont soumises à une inspection du lieutenant de police pour prévenir les abus au préjudice de la liberté des citoyens. Dès 1791, on s'inquiète de la légalité de cette séquestration. Selon un règlement de 1819, le préfet de police peut s'opposer à une sortie décidée par le médecin. Je vous cite ces faits pour que l'on puisse comparer avec les problèmes que nous connaissons aujourd'hui avec la loi de 88. En 1818, 5031 fous sont placés. Certains départements n'ont aucun local, les malades sont dans leur famille ou exposés à la pitié publique, selon l'expression utilisée. Il se trouve que 3 établissements parisiens ont la moitié des effectifs nationaux. La province envoie ses fous à Paris. Elle les y dépose. Elle les dépose dans la rue. Cette année-là, 1818, dans un mémoire pour le ministre de l'Intérieur, Esquirol propose de construire 8 ou 10 asiles régionaux. Finalement, le 6 janvier 1837, le ministre de l'Intérieur, de la monarchie de Juillet, Gasparin, dépose à la Chambre des députés un projet de loi gouvernemental sur les aliénés. Les débats, je l'ai dit, durent jusqu'au 14 juin 1838 et le projet est voté par les 2 chambres sans modification majeure. Il existe alors en province des maisons religieuses qui accueillent les aliénés, mais ce sont les établissements privés, laïques, à but lucratif, qui suscitent la méfiance des parlementaires quant à la spéculation. Il faut souligner l'hostilité, la méfiance à tout le moins, des députés bourgeois et des aristocrates de la Chambre pour la médecine de profit, comme on peut le lire à travers les articles 4 à 6 de la loi du 30 juin 1838. On remarque dans cette loi un souci de défendre la liberté de l'individu. Cependant, à l'époque, la judiciarisation n'est pas retenue. C'est pourtant cette judiciarisation qui va ensuite apparaître dans les autres pays européens qui se sont inspirés de la loi française. Et la France est aujourd'hui, je crois, en Europe, l'un des derniers pays qui n'a pas judiciarisé complètement l'hospitalisation et qui a encore une hospitalisation administrative, par l'hospitalisation d'office. Sous le Second Empire, on observe déjà un détournement de l'asile qui devient marqué par un caporalisme parcimonieux qui veut fixer tous les aspects de la vie. C'est l'ambiguïté fondamentale de tout enfermement, ambiguïté que dénonce Foucault dans ses livres, dans Surveiller et punir, dans l'histoire de la folie à l'âge classique, et que dénonce aussi l'américain Erving Goffman dans son ouvrage Asie. Après 4 projets successifs, la loi est votée le 14 juin par 216 voix contre 6 et promulguée le 30 juin 1838. Le roi Louis-Philippe nous salue, vous avez lu le texte, au Palais de Neuilly, le 30 juin 1838. Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.
le fou est hors de la loi commune. C'est une exception au droit commun. Hein. Et le pouvoir médical vient assurer un nouvel équilibre entre les deux autres, le pouvoir d'administration et celui de la magistrature. Le droit est venu apporter une légitimité à l'hôpital qui n'enferme plus que les fous. Parce qu'il faut bien préciser que les gens enfermés n'étaient pas forcément des fous. Petit à petit, il n'est resté que les fous. Hein. Mais quand on parle des lettres de cachet, on enfermait naturellement, car tel est mon bon plaisir, écrivait le roi, les jeunes gens n'obéissaient pas à l'autorité paternelle, et les pauvres, enfin, ça concernait énormément de monde. Hein. On a calculé que au XVIIe siècle, à Paris, 1% de la population était à l'hôpital. À peu près 5 000 personnes, je crois, sur 1%. Alors la faille de la loi, l'histoire, la faille principale de la loi 38, l'histoire nous la montre. Hein. Il y a loin de ce doux nom d'asile à ce que devinrent les établissements asilaires prévus par la loi de 1838. On peut dire que la principale faille du système fut révélée par le régime de la collaboration pétiniste. La mort de 40 000 malades mentaux, je crois, en France, de faim le plus souvent, de mauvaises conditions de vie, de froid, car les tickets de rationnement n'étaient dans leur cas seulement pas nominatifs. Et il y eut bien sûr des détournements, peut-être par le personnel, mais notamment par les directeurs collaborateurs. Et donc certains pensent que le fait que ce soit le préfet qui décide de l'hospitalisation a peut-être accru ce phénomène en France. Je ne sais pas, il y avait aussi des juges collaborateurs, mais on peut penser que dans les hôpitaux où le directeur était collaborateur, eh bien les tickets de rationnement qui n'étaient pas nominatifs n'allaient pas aux malades. Cet internement a donc été, M. Bélanger nous l'a montré avec les chiffres, hein, on était passé de 5 000 internés au début du XIXe siècle en France à 100 000 au début du XXe. Hein. Voilà. Donc la faille, c'est peut-être le pouvoir laissé au préfet. Et lorsque je vous entendais parler de la période douloureuse de la collaboration, les morts à l'hôpital de Clermont, dont Séraphine Louis, je trouve que l'on doit quand même comparer l'histoire de Clermont-de-Loise à celle d'un autre hôpital qui est célèbre en France, c'est celui de Lozère. À Saint-Alban-sur-Limagnole, où se sont cachés des résistants, notamment le poète Paul Éluard, il n'y a pas eu de mort de faim. C'est un gros hôpital départemental qui avait été fondé aussi par des religieux. Ma grand-mère, qui connaissait pas bien l'étiquette rationnement, elle qui vivait à Marseille, me disait que lorsqu'ils allaient en vacances en Lozère, les rations étaient moindres. La Lozère était un département où les rations étaient les plus petites de France. C'est un département très pauvre. Or, les malades de Saint-Alban s'en sont sortis, d'une part parce qu'ils sortaient, ils n'étaient pas protégés par les murs, ceux-là. Ils avaient des liens avec les paysans, ils pouvaient sortir. Et donc, non seulement ils avaient leur ration, mais ils n'avaient pas que leur ration. Voilà. Alors, j'avais prévu d'essayer de parler un petit peu à partir de ce qui allait être dit, puisqu'en effet, nous ne nous étions pas concertés. Alors, ce qui m'a le plus aidé pour préparer ce texte, finalement, c'est d'avoir lu le roman. Je suis très heureux de l'avoir lu et je ne peux que reprendre ce que disait tout à l'heure Jean-Paul Grimette. Officiellement, apparemment, le thème du roman, c'est l'internement abusif. Mais le thème que l'on peut y voir en filigrane, c'est le problème de l'enfermement du fou. La condition du fou sous le Second Empire, et peut-être sous le nôtre. Notre empire, ou en tout cas dans notre société.
Bon, je crois que l'internement abusif est un risque inhérent à tout enfermement selon le contexte politique. Et c'est pour cela qu'il faut des interventions rapides d'autres médecins, de juges. Il faut qu'il y ait un contrôle. Évidemment, le roman, on peut dire qu'il est caricatural, parce que le personnage est entouré de notables qui sont soit médiocres, soit malhonnêtes. Il y a vraiment une concentration là qui est terrifiante, comme le disait M. Grumet. Donc, le cas de Cénéry concerne le monde de la bourgeoisie ou de l'aristocratie de l'argent, où l'on peut chercher à enfermer en effet les fils prodigues, les époux dont on veut se débarrasser, les non-conformistes, les révoltés en général. C'est une société extrêmement conformiste qui est décrite dans le roman. Il y a en effet chez le personnage des aspects qui sont simplement son originalité, et d'autres peut-être qui sont en effet des failles. Il y a quand même une fêlure dans l'organisation psychique de Cénéry, il me semble. Donc l'aspect romanesque du récit, c'est en effet le personnage machiavélique de Friardel, et ce ballet de personnages médiocres, juristes, notables de province, médecins, maires, magistrats. Il n'y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. Même ceux qui sont pleins de bonne volonté sont un petit timorés ou peu habiles. Il y a une sorte d'humour, enfin de satire en tout cas, je crois, de la société de son temps, c'est Hector Malot. Bon, donc là, le thème du roman, en effet, la loi de 1838, elle est utilisée complètement contre lui. Mais mon impression après lecture est qu'il y a donc cette faille dans sa personnalité. Et je pense que le meilleur psychiatre dans l'histoire, eh bien, c'est Friardel. Si on peut jouer le jeu d'imaginer un petit peu, donner une vérité à ces personnages, non seulement il atteint son but, c'est-à-dire que la fin est tragique et Cénéry, à la fin, a une dépression grave, des idées de persécution peut-être. Bon, je ne dis pas la fin puisqu'elle n'a pas été dite. Mais il est détruit en effet par son internement. Il est complètement détruit par ses mois d'internement. Il ne reste que 3 semaines. Ah, madame me corrige. Il n'est resté que 3